Bonjour tout le monde, bienvenue en salle de presse de la Commission européenne. Nous avons avec nous le négociateur en chef de la Commission européenne pour les négociations de l'article 50 et je vous donne la parole tout de suite. Voilà. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci de votre attention fidèle aujourd'hui et durant tous les mois passés. Je suis heureux de vous retrouver pour ce bref point de presse à l'issue de ma participation à la réunion du Collège des commissaires où nous avons présenté le projet de directive de négociation que la Commission va transmettre au Conseil sur un des points de cette négociation complexe et extraordinaire qui est la période de transition. Je vous avais dit, après notre premier accord vendredi dernier, que le travail continuait. Et donc nous avons présenté ce matin à la Commission qu'il a adopté cette recommandation pour les directives de négociation concernant la transition. Je voudrais faire 3 points à ce sujet. D'abord, rappeler que le progrès suffisant que nous avons constaté avec le président Juncker, c'est une étape importante, très importante, nécessaire sur la route d'un accord et d'un retrait ordonné du Royaume-Uni. Nous ne sommes pas au bout de cette route, mais c'est une étape importante et nécessaire sur cette route vers un retrait ordonné plutôt que vers un retrait désordonné. Et de ce point de vue-là, je salue le travail qui a été fait, je l'ai dit publiquement devant le Parlement européen à l'égard de Theresa May, et je veux dire aussi mes remerciements à l'équipe de négociation britannique. Cette étape importante et nécessaire est franchie, mais nous ne sommes pas au bout de la route pour établir les conditions de ce retrait ordonné qui exige du temps. Et dans ce temps, il y a, de mon point de vue, et ce qui avait été d'ailleurs prévu par le Conseil européen dès le mois d'avril, cette période de transition qui a été officiellement demandée par Theresa May dans son discours de Florence pour la première fois. Et cette période de transition, elle est utile, elle permettra évidemment à l'administration britannique de se préparer, notamment pour éviter le désordre aux frontières britanniques qui sont aussi les nôtres, et puis se préparer à d'autres enjeux. Je pense à l'enjeu d'Euratom dont le Royaume-Uni va sortir. Le temps aussi nécessaire pour les entreprises des deux côtés qui doivent se préparer à la nouvelle relation. Voilà pourquoi cette période de transition demandée par le Royaume-Uni est effectivement utile et qu'elle fait partie de ce retrait ordonné. Quels sont les principes qui vont encadrer la négociation sur cette période de transition? Ces principes ne sont pas nouveaux, ils sont également contenus dans les guidelines, les orientations du Conseil européen. Et toute période de transition devra respecter ces principes tels que le Conseil européen les établit en avril et également le Parlement européen dans ses résolutions. Je voudrais citer 5 principes. Intégrité du marché intérieur. Toute transition comprendra l'ensemble des secteurs économiques couverts par le marché unique et évidemment les 4 libertés qui restent indivisibles et qui sont la fondation du marché unique. 2. L'intégrité de l'union douanière. Le tarif douanier commun, qui est un élément clé de l'union douanière, continuera de s'appliquer pendant la transition, de même que les contrôles aux frontières pour les produits venant de pays tiers. 3. Toutes les nouvelles règles de l'Union européenne qui seront adoptées pendant la transition s'appliqueront au Royaume-Uni sous le contrôle
des agences européennes, de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne. 4. Il n'y aura pas de transition à la carte. En plus du cadre réglementaire de l'Union européenne, toutes les politiques de l'Union européenne continueront à s'appliquer. Je dis bien toutes les politiques. Et 5. Le respect de l'autonomie de décision de l'Union européenne. Ce qui fait que, évidemment, le Royaume-Uni, comme il l'a voulu, deviendra un pays tiers le 30 mars 2019 au matin et ne participera plus aux institutions de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, pour résumer? Ça veut dire que le Royaume-Uni gardera pendant cette période de transition tous les avantages, tous les bénéfices, mais aussi toutes les obligations du marché unique, de l'union douanière et des politiques communes. Je pense à nouveau que cette transition permettra de répondre aux préoccupations de beaucoup d'entreprises que nous recevons, que nous écoutons et que nous continuerons d'écouter, et qui nous disent, qu'elles ont besoin de stabilité pendant cette période de transition, c'est-à-dire d'une continuité du cadre réglementaire existant. 2, qu'au-delà de cette continuité, de cette visibilité, elles ne veulent pas être obligées de s'adapter 2 fois. Donc, maintenir l'ensemble du cadre réglementaire, en particulier pour les entreprises, ça conduit à s'adapter une seule fois à la fin de la période de transition, même s'il faut, je le répète, se préparer dès maintenant à cette période-là et à ce changement-là. Autre point important, qui est aussi inscrit dans les décisions du Conseil européen, la durée. Cette période de transition doit être courte et limitée dans le temps. Theresa May évoquait dans son discours de Florence une période maximale de 2 années. De notre point de vue, et c'est le point de vue de la Commission européenne, le terme logique de cette période devrait être le 31 décembre 2020, qui est le terme du cadre financier pluriannuel. Autre question que vous pouvez vous poser, quand cette période de transition sera-t-elle agréée? Sur la durée, sur les modalités de cette transition, nous savons que beaucoup de citoyens, d'entreprises, d'universités, d'administrations publiques veulent cette clarté le plus vite possible. Mais je rappelle que la base juridique, la seule base juridique pour établir cette transition, c'est l'article 50. S'il n'y a pas de retrait ordonné et de traité sur l'article 50, il n'y a pas de transition. Et donc, ces 2 éléments vont ensemble. Toutes les conditions et les éléments de la séparation ordonnée, en particulier sur la base du John Report agréé il y a 8 jours, et qui sera pour l'essentiel le mainstream de l'accord de retrait, et la transition qui sera décidée sous la même base juridique. La transition fait partie de l'accord de retrait. Le contenu doit donc être finalisé pour octobre 2018 dans ce nouveau traité, article 50. Il faut aussi, je le rappelle, à partir d'octobre 2018, laisser le temps, plusieurs mois, octobre à février, au Parlement européen, au Conseil, aux autorités britanniques, au Parlement britannique, le temps de se prononcer sur cet accord. Je rappelle que la transition et la finalisation du retrait ordonné vont ensemble, et s'agissant de ce retrait ordonné, évidemment, nous allons nous appuyer sur les dispositions, 96 paragraphes du John Report,
puisqu'il n'est pas question de revenir en arrière sur aucun des points de cet accord de progrès suffisant. Je voudrais conclure en disant quelques mots de notre futur partenariat, de l'avenir de notre relation avec le Royaume-Uni. Nous allons travailler dès le mois de mars, après le Conseil européen, qui va décider de nouvelles guidelines, sur un document extrêmement important, qui doit être terminé lui aussi en octobre 2018, à côté du traité article 50. Ce document, c'est une déclaration politique qui accompagnera l'accord de retrait et qui devra définir clairement, sans ambiguïté, les contours de notre future relation. J'ai compris, en étant au Parlement européen et aussi en participant à l'invitation de Donald Tusk vendredi au Conseil européen, qu'il y a une volonté générale du côté des 27, des institutions, des chefs d'État, de savoir en octobre où on va et quel sera le cadre, quelles seront les conditions de notre future relation avec le Royaume-Uni. Il ne s'agira pas d'avoir un traité, nous aurons besoin de plus de temps. En revanche, nous pouvons et nous devrons, dans cette déclaration politique, définir le cadre de la future relation. Et cette déclaration politique accompagnera le traité article 50, retrait ordonné et transition. Voilà, ainsi, le jour où la transition démarrera, nous saurons où nous allons et à quoi nous devons aboutir, à quel type de relation. Et je vais être un peu plus spécifique à nouveau et dire calmement les choses. Pour établir le cadre de cette future relation, naturellement, je respecterai scrupuleusement les guidelines du Conseil, je resterai fidèle aux résolutions du Parlement européen, mais nous savons déjà où nous allons, puisque nous connaissons les différents modèles de coopération avec les États tiers. Et j'essaye de les illustrer à travers des graphiques ou des slides qui ont un certain écho, un certain succès. En utilisant ces différents modèles de coopération, qui sont tous disponibles, nous appliquons les lignes rouges décidées par le Royaume-Uni lui-même. C'est le Royaume-Uni lui-même, par la voix de son gouvernement, qui nous dit qu'il ne veut plus faire partie du marché unique, puisqu'il ne veut pas respecter les 4 libertés. C'est le Royaume-Uni lui-même qui, par la voix de son gouvernement, nous dit qu'il ne veut plus faire partie de l'union douanière, puisqu'il veut retrouver sa souveraineté de négociation commerciale. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui. C'est le Royaume-Uni lui-même qui nous dit qu'il ne reconnaîtra plus l'autorité de la Cour de justice européenne. Et nous tenons compte de ce que nous dit le Royaume-Uni et de toutes les conséquences que ce qu'il nous dit impose pour lui-même et pour nous-mêmes. Voilà. Et donc, en croisant, si je puis dire, nos différents modèles de coopération qui sont tous disponibles aux conditions de chacun de ces modèles, et chacun de ces modèles a son propre équilibre de droits et d'obligations, en croisant ces différents modèles avec les lignes rouges exigées ou demandées par le Royaume-Uni lui-même, on aboutit logiquement à travailler à partir du mois de mars pour la partie économique de notre futur partenariat à un accord de libre-échange sur le modèle de ceux que nous avons négociés ou signés, les plus récents. On parle du Canada, mais il y a aussi la Corée du Sud et plus récemment le Japon. Et là aussi, je vais être extrêmement clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a des différences entre ces modèles. Je les connais bien, puisque chacun de ces modèles de coopération et de commerce est naturellement adapté au pays avec lequel nous le signons. Il y a des différences, mais la logique reste la même. Elle sera
évidemment la même logique pour la négociation que nous aurons, puisqu'il le veut, ainsi avec le Royaume-Uni. Je redis aussi enfin que nous n'avons pas seulement du commerce à faire avec le Royaume-Uni. Il y a d'autres dimensions dans ce futur partenariat auquel nous travaillerons dès le mois de mars. Je parle à la coopération judiciaire. Je pense à un accord spécifique en matière d'aviation. Je parle évidemment de la coopération bilatérale que nous devrons construire dans un domaine extrêmement sensible et important pour les citoyens, qui est celui de la sécurité, de la défense, de la politique étrangère. Ça ne se fera plus, comme je l'ai dit à Berlin, dans le cadre du traité de l'Union européenne que les Britanniques quittent, mais ça se fera sous une autre forme. Nous devons y travailler. Voilà les différentes dimensions du futur partenariat, avec comme pilier économique un accord de libre-échange. Voilà. 5 jours après la reconnaissance des progrès suffisants par le Conseil européen et par le Parlement européen, cette recommandation de directive de négociation sur la transition va être adressée au Conseil. Je la présenterai moi-même cet après-midi au Coreper et le Conseil Affaires Générales devrait en discuter le 29 janvier. Et immédiatement après, nous commencerons la négociation sur cette future période de transition. Voilà. Pour terminer, juste quelques mots en anglais. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. Très bien. Alors passons maintenant aux questions et commencer avec toi. Avec qui? Oui, Juan Saner Belando de l'Espagnol. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que cette période de transition devrait s'appliquer au Gibraltar dans les mêmes conditions qu'au reste du Royaume-Uni? Merci. Sur cette question, que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer, je rappelle que la transition fait partie de l'accord de retrait. Tout le monde connaît les conditions d'adoption de l'accord de retrait. Elles sont d'ailleurs définies par l'article 50 lui-même du traité. Et nous avons dans cette Negotiating Directive reproduit précisément le paragraphe 24 des guidelines du Conseil européen du mois d'avril qui évoque la situation de Gibraltar. Nous avons, et je m'arrêterai là sur cette question, toujours travaillé, les 27, avec la préoccupation et le souci du consensus et de l'unité, et d'aboutir sur toutes les décisions à des positions dans le cadre de ce consensus et de cette unité, et nous allons continuer. Et donc, c'est le sens même des guidelines d'avril qui sont réaffirmés sur ce point en particulier dans le document qui a été adopté par le Collège aujourd'hui. OK. Alex, and then we switch to the other side. Hello, Alex Barker from the Financial Times. Paragraph 24 on Gibraltar is actually in the section of the guidelines on the future relationship. Can you be clear about whether you expect Spain's assent to any transition deal for it to cover Gibraltar? And secondly, you've said that there's no trade deal in the world that includes financial services. As Financial Services Commissioner, you supported a TTIP negotiating position where a financial services chapter was to be included with the US. Why would that not be an aim for the UK as well? Oui. Vous êtes bien le dernier à parler du TTIP, hein? Donc, ce que je peux dire, c'est qu'aucun accord de commerce, de libre-échange, n'a prévu, à ma connaissance, d'accès automatique
aux services financiers. Il y a des coopérations qui sont prévues. C'est dans cet esprit-là, j'en ai le clair souvenir, que nous avions imaginé de construire, dans le cadre du G20 et de la feuille de route du G20 que je connais bien au lendemain de la crise financière de 2008 et 2007, des coopérations avec le Royaume-Uni, avec les États-Unis, en particulier pour assurer ce level playing field. Je ne vais pas revenir sur l'issue de cette discussion, mais je rappelle qu'à ma connaissance, il n'y a aucun accord de libre-échange dans le passé entre l'Union européenne et des partenaires tiers qui permettrait ou qui aurait permis un accès privilégié aux services financiers. Voilà. Pour le reste, j'ai déjà répondu sur la question de Gibraltar. Nous avons reproduit dans ces negotiating directives exactement la phrase décidée par le Conseil européen et je vous confirme que pour la période de transition comme pour tout le reste, je vais travailler pour aboutir à des décisions qui seront prises pour les 27 à l'unanimité et par consensus. Alors, on va passer à droite. Oui, merci. La télévision suisse, Miglierina. Le Royaume-Uni de la transition ressemble fort à la Norvège. Or, vous le savez que la Norvège a parfois une place à la table, au moins au niveau technique. Même la Suisse a une place à la table, là où elle s'est engagée à reprendre l'acquis, comme dans Schengen, sans droit de vote, évidemment. Alors, est-ce que vous envisagez, pendant la transition, au moins une participation technique du Royaume-Uni, ou vous voulez vraiment les laisser, comme on dit en anglais, out in the cold? Je connais les modèles de coopération, de dialogue politique ou technique que nous avons établis avec la Suisse et également avec les pays de l'espace économique européen. Moi-même, je participe d'ailleurs régulièrement au Conseil des ministres de l'espace économique européen avec le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège, et j'ai participé au moins 2 fois à de tels conseils, qui sont des structures de coopération. Mais la vérité, c'est que le Royaume-Uni a décidé lui-même de quitter les institutions. C'est son choix. C'est son choix, comme de quitter le marché unique et l'union douanière. Alors pendant cette période spécifique, extraordinaire, courte, il y aura des dialogues. J'évoque notamment des points qui sont l'une des dimensions de la future relation concernant la défense, la sécurité, la stabilité, les politiques que nous conduisons ensemble, par exemple celle des sanctions. Nous allons parler avec Federica Mogherini des conditions du dialogue politique que nous devons établir pour la transition, mais si je puis me permettre aussi pour la suite. Nous avons besoin de trouver des cadres de coopération, de dialogue avec le Royaume-Uni, évidemment. En plus, nous le disons, s'agissant des structures de comitologie, nous aurons sans doute, dans certains cas, intérêt réciproquement à travailler ensemble avec les Britanniques, notamment quand des questions de comitologie concerneront le Royaume-Uni, dans les structures de comitologie de l'Union européenne. Donc, évidemment, nous serons très pragmatiques sur ces questions, mais nous tenons compte du fait que le Royaume-Uni décide lui-même de quitter les institutions. Je sais que vous avez une contrainte de temps. Est-ce qu'on peut encore prendre une? On peut prendre, je vous en prie, je suis bien avec vous. Moi, c'est pas... Alex. Où êtes-vous? Je suis là. Merci beaucoup, Alex Pigman de Agence France Presse. Je cherchais juste, on cherchait des précisions sur cette déclaration politique que vous espérez en octobre l'année prochaine. Est-ce qu'elle sera courte, longue? Est-ce qu'elle sera très commerciale? Est-ce qu'il y aura des secteurs économiques dont les services financiers? Voilà, est-ce que vous pouvez en dire plus? Parce qu'on sait que les Britanniques, ils veulent quelque chose de très détaillé, qui ressemble beaucoup à un accord commercial ambitieux, et peut-être que les Européens sont contents d'avoir juste une déclaration assez simple de 2 pages, je ne sais pas. On peut dire des choses précises dans un document court, hein. Néanmoins, moi j'aime bien les choses précises, comme vous l'avez observé dans le document du John Report, qui a peut-être surpris certains d'entre vous, parce que ce n'était pas
3 pages déclaratoires. C'était un document de 15 pages et de 96 paragraphes, qui sert maintenant de base au futur traité article 50. Je ne vais pas préjuger de la forme qu'aura cette déclaration politique. Je pense qu'elle doit être assez précise pour que tout le monde sache, des deux côtés, du côté de l'Union et du côté du Royaume-Uni, où on va et ce qu'on doit faire ensemble. Et j'ai moi-même esquissé objectivement les 4 dimensions que devrait avoir le contenu d'un tel document politique, avec ce chapitre économique qui sera, selon la ligne actuelle du gouvernement britannique, un accord de libre-échange sur le modèle canadien, coréen ou japonais, et puis une coopération en matière d'aviation. Nous en avons besoin, compte tenu du fait que le Royaume-Uni a choisi de quitter le ciel unique, et puis une coopération en matière judiciaire, évidemment, et puis une coopération bilatérale, auquel je vais travailler, parce que c'est un sujet aussi qui m'intéresse, vous le savez, en matière, j'y travaillerai avec Federica Mogherini et les États membres, en matière de défense, de sécurité, de politique étrangère. Voilà comment j'imagine les 4 dimensions principales de la future relation. Le point, pour aller un tout petit peu plus loin, c'est que le temps sera très court, entre octobre 2018 et la fin 2020, la fin de la période de transition. Et donc, il faut utiliser ce temps, d'ailleurs dès le mois de mars, pour travailler précisément et concrètement à ce que peut être le contenu de cette future relation. Donc, je voudrais que cette déclaration politique soit construite de telle manière, encore une fois, dans le cadre des guidelines du Conseil européen et avec les idées que je viens d'évoquer, de telle sorte qu'elle puisse faciliter la rédaction juridique du ou des traités qui suivront. Je dis du ou des traités parce qu'il faut voir les bases juridiques des différents sujets. Je dis aussi en passant aux journalistes que vous êtes que vous devez être très attentifs si on veut réussir l'ensemble de ce processus, d'abord à ce que tout le monde garde son calme, et ensuite au fait que plusieurs des dispositions de la relation future seront contenues probablement dans des traités ou un traité mixte, justifiant ou exigeant la ratification des parlements nationaux, et peut-être même plus que les seuls parlements nationaux. Voilà. C'est aussi pourquoi je prends le temps, qui est un temps très utile, dès maintenant, alors même qu'on n'est pas encore au bout de la négociation de l'article 50, qui lui est un traité européen, sans ratification des parlements nationaux, je prends le temps, comme je l'ai fait hier à Sofia, et comme je le fais dans toutes les capitales des 27, de rencontrer, au-delà et avec le gouvernement, le Premier ministre, de rencontrer les syndicats, le business community et le Parlement national de chaque pays, pour qu'il y ait de la transparence et du débat public dès maintenant pour réussir, mesdames et messieurs, réussir la deuxième étape ou la troisième étape qui sera celle de la ratification de la future relation. Je recommande que personne ne sous-estime la difficulté de cette période de ratification. Voilà. There's still a lot of demand. Do we want to take one more question? Je pourrais rester toute la journée. Non, je vais être obligé de vous quitter parce que je dois préparer la réunion du Coreper. Je vais prendre encore une ou deux questions. Allez-y. Alors, 2 questions. One in the center, and then we see what else we have. Is that me, Alexander, or David? Hi, Poppy Carnell from MLEX. So could you just clarify on the free trade agreements that the EU has, during the transition period, will the UK also act as if they are still party to those? So not just policing the UK's borders, but will they also feel the benefits of those free trade agreements? And secondly, does that mean that you will have to renegotiate in some shape or form with Canada, Korea, Japan, to sort of update the agreement to make sure it goes beyond that for the UK? Thank you. Oui, une question extrêmement complexe et grave,
puisque juridiquement, mécaniquement, le soir ou le lendemain matin de la sortie du Royaume-Uni des institutions, le Royaume-Uni n'est plus couvert par nos accords internationaux. Et il quitte près de 750 accords que nous avons signés, des accords en tant qu'Union européenne et qui couvrent aujourd'hui le Royaume-Uni. Il ne sera plus couvert le 30 mars 2019 par les accords bilatéraux conclus par l'Union avec des pays tiers, c'est le cas du CETA, et il faudra donc, pour répondre à votre question précisément, que le Royaume-Uni se prépare dès maintenant, et nous comprenons qu'il se prépare dès maintenant à répliquer ces accords. Ce qui veut dire aussi qu'il doit se doter dès maintenant de la capacité administrative pour faire de telles négociations ou de tels accords. Puisque c'est toujours utile de rappeler que, quelquefois, quand on parle de la bureaucratie bruxelloise, cette bureaucratie, elle travaille dans beaucoup de domaines pour le compte des 28 États membres, qui, du coup, n'ont pas besoin d'avoir la même bureaucratie dans leur propre capitale. Lorsqu'ils ne sont plus dans l'Union, mécaniquement, ils sont obligés de se doter de cette capacité administrative. Le Royaume-Uni ne sera pas non plus couvert par des accords multilatéraux conclus par l'Union. Par exemple, un accord que je connais assez bien, puisque je l'ai négocié, j'ai négocié son renouvellement, celui du Government Procurement Agreement, les accords internationaux sur les marchés publics. Le Royaume-Uni restera couvert par des accords multilatéraux, en revanche, dont il fait partie, par exemple, ceux du GATT ou de TRIPS. Est-ce que le Royaume-Uni, c'est un point de votre question, peut négocier des accords de libre-échange pendant la période transitoire? Je redis que le Royaume-Uni devra respecter pendant cette période toutes les règles de l'union douanière et celles du marché unique pendant toute la période transitoire, mais évidemment nous comprenons qu'il se prépare pour l'avenir et je trouve personnellement normal qu'il y ait sur tous ces sujets des discussions exploratoires. Maintenant, il reste que ce sera au Conseil d'apprécier la faisabilité, la nécessité, l'utilité que le Royaume-Uni puisse continuer à bénéficier pendant cette période d'un certain nombre de ces accords. OK. Last one. Thank you. It's Jennifer Rankin, The Guardian. You said that the timetable for agreeing the withdrawal draft will be October 2018. What would happen if the British Parliament voted against that deal and the British government wanted to reopen negotiations? Would there be any possibility to reopen negotiations after October 2018? And could you just say a couple of words about the specific arrangements for fisheries? So in the document that you've published, it talks about a specific procedural arrangements for fisheries. Does that mean the UK can take part in the fisheries councils? Sur ce point que je connais assez bien pour avoir été ministre de la Pêche dans mon pays, nous traitons cette question dans le fameux paragraphe 20 du document. C'est ça à quoi vous faites référence. Ce que nous disons pour cette période de transition, c'est que l'ensemble des politiques communautaires continueront de s'appliquer. Madame May a dit elle-même « on current terms » dans son discours de Florence. Donc c'est le cas évidemment d'une politique communautaire très importante qui est la politique communautaire de la pêche. Mais en même temps, le Royaume-Uni a décidé de ne plus faire partie du Conseil. Donc quand il y aura des discussions comme celles qui doivent établir les quotas de pêche, de longues nuits de négociations, avec des périodes après le départ du Royaume-Uni de l'Union, nous devrons mettre en place des mécanismes spécifiques. Puisqu'il ne fera plus partie du Conseil, il faudra trouver un mécanisme
de concertation avec le Royaume-Uni spécifique sur cette question. Voilà ce que je pense. Much apologies. Je ne vais pas faire de commentaires ou de spéculations. D'une manière générale, je n'aime pas beaucoup la spéculation, ni les spéculateurs. Je ne vais pas faire de commentaires ou de spéculations sur ce qui peut arriver du côté du Parlement britannique. Ce que je sais, parce qu'il n'y a pas que le Parlement britannique, il y a aussi le Parlement européen qui représente les citoyens, qui doit donner son accord à ce traité article 50, c'est que, en tout cas de notre côté, je vous ai déjà dit ça, je pense qu'il faut construire la confiance, les conditions de la ratification, sans attendre la fin de la route, tout au long du processus. C'est pour ça que je prends le temps nécessaire avec le Brexit Steering Group du Parlement, qu'anime le président Tajani avec Guy Verhofstadt. Je prends le temps de travailler avant chaque round de négociations, après chaque round avec le Parlement et les membres de ce Brexit Steering Group. Je prends le temps d'aller en séance plénière, je prends le temps de rencontrer les groupes politiques, tous les groupes politiques qui me l'ont demandé, pour construire cette confiance et les conditions d'une bonne compréhension du côté du Parlement européen, de telle sorte qu'au moment où nous aurons terminé, il n'y ait pas de surprise. Il n'y ait pas de surprise, et qu'il puisse se prononcer en toute sérénité. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis impatient de vous retrouver au début de l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup à vous. And apologies to all those who couldn't ask the question, but we